Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 10h58. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, toujours dans le swing pullback, toujours dans l'attente de ce scénario. Vous voyez qu'on est venu faire une mitigation, enfin un rebalancement du FVG. Je vais juste voir si c'était 50% ou moins. C'était moins, d'accord? Le 50%, c'est la ligne jaune. On les a pas tapés. Donc voilà, potentiellement continuation du dump, d'accord. À voir. En tout cas, toute l'analyse que j'ai faite hier et avant-hier, en tout cas tous les jours depuis le dump qu'on a eu, reste valide sur le daily. On passe sur le H4. Le H4 qui est en train de réaliser son scénario. Donc structure swing toujours haussière, tout le reste toujours en baissier. Donc on est toujours dans le high run initial du swing pullback. Et le scénario, comme je viens de le dire, qui se réalise au poil de cul, d'accord. Donc, target le strong low ici, ok. Alors, bien évidemment, ça peut aller plus bas et retourner la structure. Mais c'est pas ce à quoi on s'attend en termes de structure. Probabilité structurelle. Sur ce, on passe sur le M15. Alors, c'est quand même intéressant de voir que après toute cette hésitation suite au dump, est-ce que c'était une purge, est-ce que on va avoir une remontada, etc. Est-ce que bah, au final, quand vous suivez, hein, si vous enlevez tous les commentaires d'hésitation que j'ai pu faire depuis qu'on a eu le dump et que vous suivez tout simplement la market structure, bah, à aucun moment vous n'aviez de doute sur le fait qu'il fallait chercher des shorts, puisque sur le daily ça a toujours été un scénario de short et sur le H4 également, d'accord. Je veux dire depuis le dump. Donc du coup, encore une belle preuve que plus vous êtes mécanique, plus vous êtes robotique et dénué d'émotion dans vos analyses, et plus vous avez de chances d'y voir clair. Sur ce, on passe sur le M15. Attendez une petite seconde, je dois checker un truc, je me pose. Ok, donc, ça m'a vérifié si ça réenregistre. Ouais, c'est bon. Donc le M15, lui, toujours pareil. C'est moi juste cacher ceci. Hop. Toujours dans sa structure énormissime qui s'agrandit comme ceci, enfin que j'agrandis comme ceci. On n'a toujours pas tapé le POI ici, qui aurait donné un beau short. Toujours fully aligned à la baisse, donc toujours, vous pouvez toujours chercher des shorts comme ceci, d'accord. Enfin, en fait, c'est même pas comme ceci, c'est sur toutes les supplies que vous voyez, tous les POI ici, vous pouvez chercher des shorts, d'accord. Tout POI est bon à shorter sur le M15, tant que on reste compris dans la jambe du dump, c'est-à-dire entre ce haut et ce bas. Tous les supplies que vous voyez là-dedans, qui se forment, sont tous bons à shorter. D'accord. Donc là, celui-là, 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 celui-là. D'accord. Des dizaines de POI sur lesquels vous pouvez chercher des shorts sur la low time frame, bien évidemment. Sur ce, laissez-moi une petite seconde, j'envoie un message sur le VIP. Voilà. Donc, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Donc, sur le pétrole, le daily, il n'y a rien qui change depuis des jours. Toujours fully aligned à la baisse, toujours dans ces deux scénarios, jusqu'à preuve du contraire. D'accord. On passe sur le H4. Sur le H4, eh bien, la target du scénario s'est réalisée, enfin, a été atteinte plutôt, mais on n'a pas eu de mitigation ici dans le supply, malheureusement, qui était bien pricé dans le premium. Donc, toujours fully aligned à la baisse. On n'a pas encore clôturé la bougie, donc je ne peux pas vous dire si on a perpétué la structure ou pas encore, d'accord, ou si c'est simplement une mission échouée en cours. Ça, on le saura dans 57 minutes. Sur ce, je laisse ça comme ça. Éventuellement, ici, vous avez... Ça, je peux vous le tracer par contre. Non, même pas. Il n'est pas confirmé le supply ici. Mais sinon, vous aviez un short, un scénario short à indiquer ici. Donc voilà, pour le moment, sur le H4, tant qu'il n'y a pas la clôture dans une heure, on ne sait rien dire de plus que ce que j'ai dit hier. Sur ce, on passe sur le M15. Alors le M15, je vais commencer par tracer une ligne ici. Oups. Pour voir si on a clôturé un corps. Ouais, on a clôturé un corps. Donc du coup, on a perpétué la structure à la baisse, comme ceci. Nous sommes donc dans une nouvelle structure M15, comme ceci. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Donc, fully aligned à la baisse, pas de structure interne, en tout cas pas encore. Et rien à faire puisque
shorter ces POI là m'intéresse pas puisqu'on repassera sur un order flow haussier ici avant d'y arriver, d'accord? Donc on cherchera plutôt des longs pour jouer le swing pullback à ce moment-là. Donc pour le moment, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Structure morte, ok? On passe sur hype. Hype. Donc hype, pareil, qui réalise son scénario jusqu'à preuve du contraire. Mitigation du supply et rejet, d'accord? En cours. Donc là, on est toujours dans tous les cas dans le iron initial du swing pullback. Donc voilà, exactement comme sur Bitcoin, rien de plus à dire. On passe sur le H4. Sur le H4 fully aligned à la baisse, le scénario, alors ici c'est un peu plus crapuleux. On a invalidé le premier supply ici et on est venu taper dans le micro FVG qui est là, qu'on a d'ailleurs à mon avis comblé à minimum 50%, on va voir. C'est juste de la curiosité, hein, les 50%. Personnellement, je me base pas spécialement là-dessus. Voilà, 50% pile poil. Et on a décroché par après, d'accord? Et d'ailleurs ici, sur le M15, on n'ira pas, mais vous avez clairement un graphe de liquidité ici. Donc sur le M15, très probablement un combo. Voilà, donc voilà, on va aller voir juste pour le fun. Ouais, c'est un énorme combo, mais on va dire le graphe de liquidité sur le M15, du coup, il serait plutôt là. Et là, vous avez un combo, d'accord? Voilà. De toute façon, je vais enlever ça. Ça ne sert pas à grand chose vu qu'on ne fait pas le M15. Laissez-moi juste mettre pause 2 petites secondes. Je dois checker mon alerte. Ok, me revoilà. Je vérifie que ça enregistre. C'est bon. Alors, sur cet asset en H4 sur hyper liquide, on peut chercher un scénario secondaire ici de short sur le POI qui s'est confirmé. Je vais agrandir tout ça. Hop. Ça aussi. Qui serait du coup le suivant. Tout simplement avec la même target, bien évidemment. Comme ceci. Ok. Voilà. Donc, comme vous le voyez, potentiellement une poursuite du dump en cours et du bear market, puisque je vous le rappelle, on est de retour en bear market. De toute façon, là, on passe sur le weekly. Je vais bien prendre soin de vous le rappeler. Voilà. Donc, en gros, ici, hein, bearish shock et qui est bear market jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. Donc là, vous avez potentiellement une continuation comme on a eu sur le dump. Je pense, ouais, attendez, là il faut que je mette plus de choc. Hop. Merde. Alors là, j'abuse là. Hop. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, je sais plus ce que c'est. Façon ça. Merde. Putain. Voilà, donc exactement comme on a eu en 2021, c'est-à-dire un gros dump qui a traumatisé tout le monde, qui clôture sur, enfin qui provoque un choc baissier mais sur mèche, donc tout le monde pense à une potentielle purge avec remontada derrière. Et au final, que nenni, gros bear market qui se poursuit sur les mois, voire les années. Après, je sais plus combien de temps il a duré, ouais, au moins des années, je pense, enfin au moins un an. Bref, on s'en fout. Donc voilà, on est potentiellement en train d'avoir ça, c'est-à-dire exactement la même chose que ce que je viens de dire, d'accord? Choc sur mèche. Tout le monde pense que c'est une purge et puis qu'on va repartir. Moi y compris, hein, c'est un des scénarios probables, toujours à l'heure actuelle. Sauf que on est potentiellement sur un vrai bear market, d'accord? Honnêtement, il y a quand même beaucoup de choses en ce sens. Hein. Chiffreront, je vous le rappelle quand même. Hein. Déjà, le premier truc, c'est choc baissier. Hein. C'est rare que ça ne fonctionne pas. Surtout dans des gros moments de volatilité. Hein. C'est juste... c'est surtout ça plutôt qu'il faut comprendre. Là où ça fonctionne moins bien, c'est voilà, quand vous n'avez pas trop de volatilité, pardon, comme ici. D'accord? Là, on a tendance à faire choc au bas, au bas, au bas. C'est normal parce qu'on est dans un range. Par contre, quand on est en tendance, vous voyez que les chocs ils fonctionnent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus pertinents. D'accord? Ici, pareil. D'accord? Donc voilà, là, on est pseudo en tendance. Hein. C'est vrai que ça range pas mal quand même sur, si on dézoome tout ça. Mais voilà, c'est assez compliqué à établir. Mais personnellement, je trust le choc weekly jusqu'à preuve du contraire, bien évidemment. Donc en gros, les gros facteurs, c'est, donc je reprends ce que je disais, choc baissier, d'accord? Ça c'est indéniable. Grappe de liquidité au-dessus du all-time high. Gros momentum parce que ça c'est quand même un dump de malade, hein, 20% quasi. Et surtout, on a tapé quoi?
le chiffre rond 125K, d'accord? Un peu plus, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. On est dans la zone d'un gros chiffre rond 125K. Donc voilà, honnêtement, je pense que il y a quand même beaucoup de choses qui font penser qu'on est sur un vrai bear market qui commence. Maintenant, ça ne m'a pas empêché de racheter du Aster, enfin acheter plutôt du Aster, comme je vous l'ai dit hier avec toute transparence. Parce que voilà, pour moi, le RR en vaut la chandelle. C'est-à-dire que oui, on est en bear market. Alors, il y en a qui vont se dire, mais putain, tu dis on est en bear market, tu passes ton temps à dire on est en bear market, mais tu t'achètes un bac de Aster. Bah oui, parce que personnellement, je ne sais plus exactement le prix où je l'ai acheté, mais quelque part ici. Voilà, quelque part ici. Donc moi, mon RR, il est clair. All time high là. Mon achat ici en bas, ça, c'est du 128%. D'accord? Donc, est-ce que je suis prêt à perdre ce que j'ai mis dans Aster pour être prêt à gagner 128%? Voire plus. Parce que là, c'est un nouvel asset. Il peut monter, il peut nous faire du BNB, j'en sais rien. Sur le long terme, hein, je parle. Donc, c'est un truc qui peut aller, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà. Donc, oui, bien évidemment. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris le risque. Donc, c'est pas parce qu'on est en bear market que je peux pas prendre le risque sur un début de bear market, hein, je parle. Potentiel en plus, que je peux pas prendre le risque de racheter le dip, hein, même si j'ai horreur de cette expression, sur des projets énormes comme les Aster. D'accord? Par contre, j'aurais pas racheté le dip sur des merdes beaucoup moins intéressantes. D'accord? Donc voilà, Aster, c'est vraiment l'exception pour moi. Même Sol, j'aurais pas racheté le dip. Il y a plein d'autres où j'aurais pu racheter le dip. Il y avait Hype, il y avait tout, en fait, tout. D'accord? Mais le seul que je me suis dit vraiment là, ici, il y a potentiellement un truc à jouer, c'est Aster. Parce que CZ, parce que nouveau projet, parce que Dex, parce que. D'accord? Donc pour moi, j'ai clairement ici une opportunité potentielle. D'accord? Maintenant, s'il y a le bear market qui continue, forcément, je l'aurai dans le cul. Ce sera un bac qui traînera, mais tout ça, j'y suis bien évidemment préparé. Hein, le but, c'est toujours ça. Hein, c'est de faire ça avec un risk management solide derrière. Hein, j'ai pas fait du all-in dans Aster. Loin de là, j'ai pris un bag, point à la ligne. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un trade à peu de choses près. D'accord? Donc, voilà, c'est un risque. C'est comme si, en fait, dans ma tête à moi, en tant que trader, parce qu'il faut bien comprendre que moi, je ne fais pas mes achats, mes emplettes, comme vous appelez ça, sur les cryptos de la même façon que vous. Moi, j'ai toujours un truc comme ça en tête, plus ou moins. D'accord? Ok? Donc voilà, ça, c'est le genre de trade que j'ai dans ma tête quand j'achète du Aster, même si c'est un achat en spot. Ok? Voilà. Sur ce, rien de plus à dire. On peut regarder la dominance quand même, parce que la dominance, c'était quand même le gros truc avec Ethereum contre Bitcoin, bien évidemment, vu qu'ils sont lisibles ensemble. C'était quand même le gros truc, ça, qui me rendait potentiellement, qui laissait une porte bullish et qui est pure. J'ai pris remontada derrière. C'était le couple dominance Ethereum contre Bitcoin, comme je vous avais expliqué dans les matinales d'hier et d'avant-hier. Mais là voilà, il y a quand même malheureusement un follow-through qui est en train de s'opérer et du coup je pense que Ethereum continue de cracher. Donc ça se trouve ici, la réaction qu'on a eue sur la demande ici, c'est simplement le rachat d'Ethereum qui a été absorbé, d'accord? Et puis donc comment on appelle ça, putain, les achats qui ont été absorbés et puis les vendeurs qui vont continuer leur chemin plus bas. Alors soit plus bas dans la demande, soit la traverser et aller beaucoup plus bas, d'accord? Donc voilà, alors on peut regarder quand même sur Ethereum vite fait à quoi ça a correspondu. Sur Ethereum contre le dollar, par contre, ce rachat ici n'intervient pas sur grand chose. Alors vous aviez une ancienne demande ici, certes, mais elle avait déjà été mitigated il y a 2 semaines, d'accord? Donc ici, hop, ça m'intéresse plus trop. Hop. Donc voilà, honnêtement, je ne vois pas d'explication rationnelle à une réaction pareille sur le dollar, Ethereum contre dollar. Donc à voir, d'accord? Alors c'était peut-être forcément un reste de demande qui était dans le discount de la demande, mais ça fait pas partie des choses que j'analyse spécialement.
Parce que c'est illisible, en fait. On ne sait pas à quel niveau de la demande il y a le plus de demandes, d'accord? Donc voilà, ça c'est juste des conclusions qu'on peut faire de façon hâtive. Maintenant, si vous faites du carnet d'ordre, order flow, comment ils appellent ça, bookmap, mes couilles là, voilà. Peut-être vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans cette demande, vous savez voir à tous les niveaux d'achat qu'il y a là-dedans, mais personnellement, vous voyez des genres de trucs, par exemple comme ça, je sais même pas si on va le voir avec ça. Ouais, vous voyez, même ici en fait. Ouais, je sais pas trop comment interpréter ça sur cette paire, puisque ici on est venu dans ce qu'on appelle un low volume node, d'accord. En gros, il n'y a pas de volume ici, donc je sais pas. Voilà, donc je m'y connais pas assez dans ce registre, tout ce qui est carnet d'ordre et tout ça, c'est pas du tout mon domaine, j'y connais rien du tout. Ça m'intéresse pas, c'est trop... en fait, quand je vois... Alors là, j'ouvre une parenthèse, mais je vais aller vous chercher un truc. 2 petites secondes, je vais vous dire pourquoi ça m'attire pas du tout. Voilà, très beau graphique. Un très bel exemple. Petite seconde, je vous copie l'image. Voilà, quand je vois ça, hein, honnêtement, les mecs qui passent leur vie là-dessus, moi je peux pas. C'est trop d'informations. C'est le seul truc qui me rebute. Alors je sais que c'est extrêmement puissant, qu'il y a des mecs qui surtout pour le scalp, hein, c'est surtout pour le scalp. Il y a des mecs qui scalpent des ticks machin avec ça, tout ça. Mais moi, ça me rebute en fait. Je peux pas avoir ça sous les yeux toute la journée. On n'y comprend rien, on n'y voit rien. Alors j'ai déjà été voir comment ça se lisait, etc. par curiosité. Hein. Mais c'est pas assez mécanique, c'est pas assez précis à mon goût, d'accord. Voilà, c'est pas le genre de graphique qui me donne envie de rester devant l'écran, d'accord. Tandis que voilà, quand j'ai un graphique épuré comme ceux que vous voyez dans la matinale en partie, hein, parce que moi je passe très rarement du temps là-dessus. Moi je passe la plupart de mon temps sur du 5 minutes où j'ai d'autres informations qui sont affichées que je ne vous montrerai pas afin de préserver la sauce de TSR hein, pour les gens qui payent quand même. Donc voilà, mais c'est beaucoup plus clean, beaucoup plus lisible, beaucoup plus ludique pour moi que d'aller faire du bookmap et compagnie, d'accord. Bref, question de choix, hein, encore une fois, je crache pas là-dessus, hein, je sais très bien que ça fonctionne. C'est juste 2 écoles différentes, il y a le price action et puis il y a le carnet d'ordre, ils appellent ça comme ça je pense. Voilà, d'ailleurs, un des meilleurs... si pas le meilleur scalper du monde, fait du bookmap ou du carnet d'ordre, peu importe. Lui, il fait même pas. En fait, lui, c'est hybride. Alors, je le sais parce que j'ai regardé son interview il y a pas longtemps. Et en fait, lui, il était comme moi, price action à la base, pure price action. Donc, ICT, tout ça, machin, enfin, tout ce qui est price action. Je dis ICT parce que ICT c'est le plus connu, mais c'est loin d'être le meilleur. De toute façon, ICT, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est pas un trader, c'est simplement un marketeur qui a été reprendre des concepts que même lui n'a jamais inventé. Bref. Donc en gros, le scalper en question, il a commencé par ça. Enfin, il fait toujours ça. Et puis, il a, si vous voulez, augmenter, améliorer, peaufiner, affiner son edge en price action avec justement les quelques concepts du bookmap, etc. Mais je sais qu'il fait pas par exemple, je sais qu'il fait pas du DOM. Alors le DOM, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais essayer de vous trouver un écran, un screen, une petite seconde. Pour ceux que ça intéresse, hein, les autres, vous savez que vous pouvez vaquer à vos occupations. Je ne vous retiens pas. Voilà, donc en gros ici, je vous explique vite fait de ce que moi j'en connais. Hein. Je suis loin d'être un expert. Et encore ici, je ne sais même pas si c'est du DOM, mais ça y ressemble, donc on va appeler ça DOM. En gros, vous avez toutes les petites boules là, c'est tous les whales, les ordres d'achat et de vente. En gros, plus la boule est grosse et plus c'est des gros achats ou des grosses ventes selon la couleur, etc. Vous voyez, il y a des boules toutes rouges, il y a des boules moitié-moitié, etc. Donc c'est déjà ça, c'est pas très lisible à mon goût. Hein. Là, tous ces petits trucs là, c'est comment on peut appeler ça? Je pense hein, que c'est des
des ordres limites qui sont placés, d'accord? Alors, sachant qu'on peut les annuler quand on veut, c'est encore une fois très peu lisible à mon goût. Et ici, c'est le DOM, donc c'est le carnet d'ordre à proprement parler. Alors, je sais même pas si c'est vraiment un DOM, ça, mais bref, ça y ressemble, encore une fois. Je ne prétends rien ici, hein, je n'y connais rien là-dedans, très peu en tout cas. Et ici, c'est le volume, d'accord? Donc, en gros, le gars dont je parle, le scalper, lui, il utilise uniquement ça. Et le volume, mais le volume en vertical, pas le volume ici comme ça. D'accord? Donc lui, en fait, grosso modo, hein, je vais vous expliquer. Une seconde. Je vais vous expliquer ce qu'il utilise exactement. C'est il appelle ça big boys, d'accord? Donc les whales en gros, okay, les ordres comme ça. Donc il a ça sur son, il a rajouté ça. Et il n'utilise pas le DOM, donc ça je sais qu'il n'utilise pas. Enfin, je ne l'ai pas vu faire en tout cas. Il n'utilise pas non plus ça là, les ordres limites, parce que lui il se base que sur les ordres market qui ont été exécutés, pas les ordres qui sont placés. Et le volume qu'il utilise lui, c'est le volume comme ça. Donc je sais plus comment on appelle ça. Putain, j'ai oublié le nom. Je sais même pas. Laissez-moi regarder ici. Ouais, voilà. Non, c'est même pas ça. Je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, en gros, c'est ces trois choses-là qu'il utilise en plus du price action, d'accord? Parce qu'il continue d'utiliser la market structure, les BOS, tout ça, machin. Donc voilà, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Maintenant, ça m'a pas donné envie non plus de zioter plus là-dedans parce que c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est trop... en fait, je trouve ça trop subjectif. Quand vous avez, alors je vous remets l'écran, quand vous avez ça sous les yeux, honnêtement, à quel moment... Vous savez quantifier, si on parle que des boules ici, des whales, à quel moment vous savez quantifier la grosseur, la pertinence des boules ici? Moi, ça ne me parle pas. Voilà. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens comme ce gars-là qui arrivent à lire ça, qui arrivent à en faire quelque chose, mais encore une fois, moi, je suis content de mon edge, très très content de mon edge. J'ai pas besoin d'aller, je veux dire, ici on parle d'autre chose, mais le trading... c'est infini. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand vous avez un edge, tant qu'il fonctionne, si vous faites, je sais pas moi, si vous faites de 10-20 R par mois avec un edge, et qu'on vous dit l'herbe est plus verte ailleurs, ça vous intéresse plus. Parce que l'herbe, elle est déjà assez verte chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un gros problème en trading, surtout dans le parcours des débutants, même des plus avancés, hein, je vous le cache pas, c'est de chasser les objets brillants. Aller voir si l'herbe est plus verte chez le voisin. Et donc, en fait, s'ensuit un cycle où les gens ne s'arrêtent jamais d'apprendre, entre guillemets, parce qu'ils passent de stratégie de base, hein, je sais pas, un truc qu'ils ont appris au début, et puis ils voient qu'au final, il y a un autre mec qui fait une autre stratégie et qui a l'air de bien fonctionner, donc ils s'y intéressent, et puis ils délaissent celle-là, et puis rebelote. Et puis non, je vais faire du Elliott Wave. Et puis non, Elliott Wave, en fait, j'ai vu qu'il y avait un mec qui s'était là, il casse la baraque. Et puis après, et ça n'arrête jamais. Et pendant 10 ans, les mecs, ils font ça. Et au final, ils font un grand chelem des stratégies. Et à côté, bah, ils font 0. D'accord? 0 balle. Okay, donc ça, c'est pas le but du trading. Alors maintenant, si vous êtes un académique et que votre but dans la vie, c'est d'apprendre toutes les stratégies du monde, pourquoi pas? D'accord? Maintenant, ce qui peut être intéressant, et c'est ce que moi, j'ai toujours fait depuis... Alors, il y a une seule fois où j'ai vraiment délaissé, c'était... Donc moi, j'ai commencé, je vous explique quand même, par DMT. D'accord? On va mettre un D ici. DMT. Donc en gros, c'était basé sur les bandes de Bollinger pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts. Et j'ai fait ça pendant... laissez-moi compter, pendant 4 ans. D'accord? Donc j'ai fait mon beurre avec ça. Une petite seconde, j'ai une livraison là. Désolé, me revoici. Il y avait une livraison, je devais ouvrir, réceptionner un colis. Donc je disais, moi j'ai commencé par ceci, DMT, bande de Bollinger. Et puis alors j'ai découvert le price action et là ça a été la révélation. Et j'ai effectivement délaissé, donc price action, j'ai dû délaisser bande de Bollinger parce qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux. C'est-à-dire que les bandes de Bollinger, c'est un indicateur, d'accord, qui est d'ailleurs très en retard sur le price action. Et le price action, c'est le price action, d'accord. Donc du coup, oui, là j'ai fait un strategy hopping, d'accord, comme on appelle ça. Donc c'est sauter de stratégie en stratégie. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert d'autres stratégies, peu importe lesquelles, d'accord. Puis encore une autre stratégie. Puis encore une autre stratégie, parce que voilà, moi je passe ma vie sur Twitter, et sur Twitter, quand vous suivez les bonnes personnes, il y a
énormément de choses à voir, d'accord, et à expérimenter. Et du coup, ce que j'ai fait moi, c'est pas du strategy hopping, c'est-à-dire que j'ai pas sauté, j'ai pas délaissé ma stratégie pour à chaque fois tester ou adopter la suivante. J'ai été explorer, moi c'est toujours le même process que je fais. Si je vois une stratégie qui est intéressante, je l'explore d'abord. Et si je vois des éléments qui m'intéressent fortement dedans, je les incorpore dans ma stratégie de base. D'accord? Et ainsi de suite. Et au final, ma stratégie de base s'affûte. D'accord? Et là, c'est extrêmement intéressant. C'est toujours ce que j'ai fait. D'accord? Le seul saut de stratégie que j'ai fait, c'est des bandes de Bollinger vers le price action. Mais depuis, toutes les autres stratégies, et je peux vous dire que j'en ai incorporé un paquet, enfin un paquet, quelques-unes quand même, au fil des années. Hein, là, je vous parle de ça sur une échelle de combien là, ouais, 3-4 ans, on va dire. D'accord? Donc, voilà. En gros, chaque année, je tombe sur des stratégies qui me permettent d'affûter la mienne un peu plus. D'accord? Ou alors, vous avez aussi une autre façon de faire. Ça, c'est mon parcours à moi. Une autre façon de faire aussi, c'est... Donc, vous trouvez stratégie... Enfin, vous avez, admettons, cette première stratégie, votre stratégie de base, et vous trouvez d'autres stratégies. Et alors, certains, ce qu'ils font, moi, c'est pas du tout mon truc, c'est que ils les gardent toutes, en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils ont 3-4 stratégies, et selon la phase de marché dans laquelle on est, ou selon la time frame qui trade, parce que vous avez peut-être une stratégie, celle-ci elle va peut-être fonctionner pour du swing, celle-ci peut-être sur bon, c'est un S aussi malheureusement, mais du scalp, ceci peut-être pour de l'investissement, d'accord, voilà. Donc il y a des mecs qui ont effectivement X stratégies dans leur arsenal. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais moi, c'est pas. Je préfère avoir une stratégie sur laquelle je me tiens, d'accord. Ne fût-ce que pour la concentration. Et c'est déjà assez dur d'appliquer une stratégie quand vous en avez une seule. Alors, quand vous en avez 3, 4, j'en sais rien, ça devient compliqué, quoi. Enfin, voilà. Bref, c'était. Je sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais je pense que c'était relativement intéressant à comprendre et à au moins entendre une fois dans votre vie. Sur ce. Cette matinale s'achève. Vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.